Bon, là, c'est les gros applaudissements dans le film de M. Godard qui s'est fait attendre au moins 15 minutes. Un gros cigare dans la gueule. Le film de Godard, c'est Prénom Carmen. Ah, ho capito, è una sceneggiatrice timida. Io vorrei fare L'actrice n'est pas dans la salle. Elle est dans la salle, mais elle ne veut pas venir en avant. Première question à M. Godard. Question superficielle. Bon, là, ça se précipite. Pas quel monde. Voilà. Après plusieurs années, au cours desquelles on ne parle pas de Carmen, Carmen moderne. Le dernier exemple a été Carmen Jones, un film américain d'il y a assez longtemps. Tout à coup, il y a une explosion, un essor de plusieurs Carmen. Pourquoi, M. Godard, vous aussi, vous avez choisi de faire un film sur Carmen? D'abord, le film ne s'appelle pas Carmen, il s'appelle Prénom Carmen. Et il y a une question dans le film, à un moment auquel on répond, c'est qu'est-ce qui vient avant le nom? Comment ça s'appelle et du reste, est-ce que ça doit s'appeler? Est-ce qu'on doit appeler les choses? Ou est-ce que c'est les choses qui doivent venir à vous et ne pas les nommer? Et je pense que le cinéma doit montrer les choses avant qu'on les nomme pour qu'on puisse les nommer et s'aider à les nommer. Aujourd'hui, c'est une époque où il y a une toute-puissance et un terrorisme de la rhétorique et du langage qui est accentué par la télévision. Et donc, moi, en tant que, je sais pas, modeste employé du cinéma, eh bien, effectivement, je suis intéressé aujourd'hui à voir les choses, pas avant qu'elles existent, mais avant qu'on les appelle. À parler de l'enfant avant que papa et maman lui donnent un nom, à parler de moi avant qu'on m'appelle Jean-Luc, à parler de la mer, la liberté, avant que ça s'appelle la mer, les vagues ou la liberté. Et que là, contrairement, bon, si il s'est trouvé que plusieurs metteurs en scène faisaient aussi des films qui s'appelaient Carmen, c'est peut-être que l'époque, Carmen est un grand mythe féminin, qui n'existe que par la musique, et que peut-être si l'époque a voulu que les médias ou l'audiovisuel s'emparent de ce mythe, puisque aussi bien un petit producteur indépendant comme moi qu'une grosse société commerciale comme Gaumont s'intéresse à ce personnage féminin, c'est peut-être que c'est dans l'air. Et dans l'air, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être Carmen. Si on en parle, c'est peut-être la première, soit le dernier combat des femmes un peu contre les hommes, soit peut-être le premier. Et que moi j'aime bien traiter soit les choses qui ne vont plus exister, soit les choses qui n'existent pas encore. Mais le film, ça pourrait s'appeler, le vrai titre du film, ça pourrait s'appeler Avant le nom, avant le langage, entre parenthèses, des enfants jouent à Carmen. Autre question. Vous auriez pu choisir n'importe quel autre auteur ou Beethoven pour la musique. C'est pas moi qui ai choisi Beethoven, je dirais plutôt que c'est Beethoven qui m'a choisi et que j'ai répondu à l'appel. Il y a quelque chose, effectivement, j'ai écouté une fois plus jeune, vers 20 ans, qui est l'âge de la jeunesse de mes personnages. J'ai écouté Beethoven et comme par hasard, je l'ai écouté au bord de la mer, en Bretagne, l'Équateur, où j'ai découvert l'Équateur. Et la seule idée, mais bon, il y avait une idée, c'est que Carmen n'existe pas sans musique. Hamlet existe sans musique, Antigone existe sans musique, Électre existe sans musique. Carmen sans musique n'existe pas. Et la musique, donc, fait partie de l'histoire de Carmen. Du reste, personne, le roman de Mérimée n'a jamais été célèbre. Il est devenu célèbre une fois que Bizet l'a mis en musique. Bizet, qui est un compositeur qui faisait de la musique que Nietzsche appelait brune, et qui était la musique de la Méditerranée, qui est un compositeur du Midi, mais très lié à la mer. J'ai choisi non pas une autre musique, mais une autre mer, qui était plutôt l'océan.
l'océan que la mer Méditerranée. Et en fait, il y avait une idée à moi par rapport à la musique, c'est qu'il fallait choisir une musique, disons, fondamentale. J'aurais pu choisir une musique qui a marqué la musique, qui était à la fois la pratique et la théorie de la musique, qui était Beethoven, l'Équatoire de Beethoven. J'aurais pu choisir aussi, par exemple, Bach, quelque chose comme le clavecin bien tempéré. Une musique qui fait à la fois la théorie et la pratique de toute la musique qui existait et qui donne du travail à tous les musiciens qui vont venir pendant 100 ou 200 ans. C'est dans ce sens-là. Et du reste, mon prochain film sera fait plutôt avec de la musique de Bach. Par rapport à Carmen, ce que je voudrais dire, ça s'appelle Prénom Carmen et pas Carmen, et l'originalité, ça c'est grâce au travail de scénario et d'adaptation qu'a fait Anne-Marie Miéville, c'est que je pense qu'il nous intéressait, c'est l'histoire de Carmen, tout le monde la connaît, et en même temps personne ne sait ce qui s'est passé entre Don José et Carmen, ou entre Joseph et Carmen. Comment ça s'est passé? On sait comment ça commence, on sait comment ça va finir, mais comment on va du commencement à la fin, c'est ça, raconter des histoires, montrer ce qui s'est passé. Et là, je crois que la grande différence entre Carmen qu'est en train de faire Rosie ou celui de Seurat, qui sont des illustrations d'un thème classique, nous, on a cherché à savoir qu'est-ce qu'un homme et une femme se sont dit, dominés par cette image de l'amour qui pèse sur eux et le nom qu'on donne à l'amour ou à leur aventure d'avance, qu'on appelle destin, qu'on appelle amour, qu'on appelle malédiction. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? S'ils étaient dans une cuisine, qu'est-ce qu'ils se sont dit? S'ils étaient dans une voiture, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On ne sait pas. Et mon prochain film, comme par hasard, enfin, je garde le même personnage masculin qui s'appelle Joseph, et sa Carmen s'appellera Marie. Et qu'est-ce que se sont dit Joseph et Marie avant d'avoir un enfant? Si vous voulez, ça on peut dire c'est une préparation à mon prochain film aussi. Toujours, moi, mon film annonce le suivant. Et ce qui est difficile, c'est pour ça, grâce à l'amitié d'un coproducteur, la musique on annonce et on tâche de ne pas annoncer des catastrophes. Monsieur Godard, come mai ha interpretato un ruolo nel suo film? Pourquoi avez-vous joué un rôle dans votre film pour vous amuser ou vous n'avez pas trouvé d'acteur pour le faire? Mais c'était pour m'amuser, oui, voir si on s'amuse vraiment à être acteur, parce que j'ai toujours eu des rapports à la fois très, très tendres et très violents avec les acteurs, ou les techniciens aussi. Et c'était une fois pour me voir devant et pas derrière, et c'était aussi dans un but de préparation à... J'ai envie de faire un film où je jouerais le rôle... le principal, un peu comme autrefois, dont le modèle serait plutôt des films de Harry Langdon ou un petit Jerry Lewis, pour lequel, vous savez, j'ai une grande admiration. Et je pense que c'était dans le souci de ne pas faire travailler seulement mon esprit, mais faire travailler mon corps aussi et ma voix. En plus, pour des raisons techniques, je pensais qu'il était bon de jouer sous mon propre nom quelque chose qui n'était pas tout à fait moi, tout en étant moi, de manière à ce qu'on croit un peu à la vérité de même que les musiciens, on les voit, et là on fait partie, celui qui invente l'histoire fait partie de l'histoire aussi. Monsieur Godard, lei ha detto che ogni suo film annuncia il successore. Vous avez dit que tous vos films annoncent le suivant. Non vedo nulla. I fotografi si Ok, scansano. ils veulent que les photographes s'en aillent. Ecco, allora la signora Marotta. Sì. Bon, il y a une question de la foule. Sono Maria De Falco Marotta di Dimensioni Nuove. Vorrei chiedere Je voudrais demander à M. Godard come mai, se l'amore è così importante nel si film l'amour est si e nella important dans storia le in film genere et dell'uomo, dans l'histoire, perché de l'homme en Carmen général, non sorride mai? pourquoi Carmen ne sourit jamais? Oh, bah ça c'est... D'abord, vous n'avez pas dû voir le film en entier, vous avez dû éternuer juste au moment où Marouchka arrive, parce qu'en fait, elle riait beaucoup trop souvent pour moi, j'ai dû en éliminer un peu
au montage, mais elle rit elle sourit peut-être pas, mais elle rit souvent 3 ou 4 fois. Mais peut-être qu'elle sourit pas, ça c'est vrai. Mais ça, faudrait demander à Marouchka pourquoi elle sourit pas. Parce que moi, je laisse les acteurs, si vous voulez, faire absolument ce qu'ils veulent, en les mettant dans des conditions qu'ils croient assez faciles et qu'ils découvrent assez dures, où ils doivent se sauver eux-mêmes. Ils m'ont dit qu'ils savaient nager, alors j'essaye de les jeter à la mer et puis de voir comment ils nagent. C'est ça, moi, mon travail avec les acteurs. Alors peut-être ça les fait pas sourire souvent. Et puis sur l'amour au cinéma, je vous répondrai après, si vous voulez, ou maintenant. Je crois que si on voit au cinéma, il peut y avoir que des histoires d'amour. Quand c'est des films militaires, bon, c'est l'amour des garçons pour les armes à feu. Quand c'est des films de gangsters, c'est l'amour des garçons pour voler les gens. Je crois que parce que le cinéma, et c'est ce qu'a apporté la nouvelle vague de nouveau par rapport à des grands mouvements, c'est que nous avons réapporté à l'époque, Truffaut, Rivette, moi, 2 ou 3 autres, nous avons apporté quelque chose qui n'existait plus peut-être, qui n'avait jamais existé dans l'histoire du cinéma et qui n'a existé qu'une fois, qui était l'amour du cinéma. On a aimé le cinéma avant d'aimer des femmes, avant d'aimer de l'argent, avant d'aimer la guerre, avant d'aimer quelque chose. On a aimé le cinéma comme ça. Et ça, moi j'ai souvent dit, c'est le cinéma qui m'a fait découvrir la vie. Et c'est assez long, ça m'a pris une 30aine d'années parce qu'il fallait effectivement passer par ce que je projetais moi-même sur l'écran. Mais sans amour, il n'y a pas de film. Et aujourd'hui, la télévision, le cinéma, et si le cinéma marche encore à la télévision, c'est parce que, et c'est la chose qui marche le plus, la télévision, il n'y a pas d'amour, il y a autre chose qui est très puissant dans la vie, comme dans l'industrie, il y a du pouvoir à l'état pur, mais il n'y a pas d'amour. Et les seules choses qui marchent bien à la télévision, qui sont le sport et le cinéma, c'est parce que les gens qui font du cinéma, qu'est-ce qu'ils soient, Zidi ou moi, enfin, on aime, on a besoin d'aller vers l'écran pour aller vers les autres. On n'arrive pas à aller vers les autres, donc on est un peu impuissant. On n'est pas puissant comme les militaires ou les scientifiques ou les gens de la télévision. On est un peu impuissant, on se reconnaît comme impuissant. Ceci dit, on a une bonne volonté, une sincérité, c'est d'aller, c'est de projeter. Et puis on espère. Et puis d'autres vont à cette rencontre. Ils mettent la bonne. Ça, c'est le cinéma. Et le cinéma est l'amour de soi et de la vie, de nous sur la terre. C'est très évangélique d'une certaine façon. Et c'est pas par hasard que l'écran blanc, c'est une toile et moi, je voudrais, dans mon prochain film, le prendre comme ça. C'est le linge de Véronique qui ça garde la trace, quelques traces du monde sans amour. Il n'y a pas de film sans amour, quel qu'il soit. Il peut y avoir des romans, il peut y avoir d'autres choses. Au cinéma, il ne peut pas. Ça n'existe pas. Facciamo una domanda a Marouchka de Mer, per favore. Qualcuno ha qualcosa da chiedere all'attrice di particolare? On pose une question à l'actrice, Marouchka de Mer. Personalmente volevo sapere, non un suo giudizio, che sarebbe troppo impegnativo, ma una sua impressione su Godard e perché sorrideva o non sorrideva nel film. Non volete Pourquoi elle souriait ou pas dans le film? Non. Vous voulez rien demander à Madame de Mer? Je sais pas, là, une confusion quelque part. Perché sorrideva o non sorrideva nel film? Jean-Luc Godard ha detto che lei sorrideva anche troppo, qualcuno si è lamentato che lei non sorrideva affatto. Jean-Luc Godard a dit que vous souriez trop dans le... Ed è giusto o no sorridere Pourquoi nel vous personaggio di souriez? Carmen? Pourquoi elle sourit pas, puis pourquoi elle sourit dans le film? J'ai peut-être souri à des moments inattendus, mais c'est parce que les sourires, je ne sais pas comment dire. Mes sourires ne se placent rarement à des moments cohérents. Ça doit être ça qui est ça. L'autre question. Je crois que le film a été écrit pour Isabelle Adjani, qui a quitté la production en disant que
Est-ce que ça concerne les sourires? C'est vrai qu'au début, on devait le faire ce film avec Isabelle Adjani, et puis je crois qu'elle était très fatiguée par les 2 films qu'elle a fait. On a commencé le film, et puis elle est arrivée, et puis elle ne s'est pas trouvée assez jolie, elle trouvait qu'il n'y avait pas... Et puis, non, je crois qu'elle ne s'est pas trouvée assez jolie. Alors on a fait 15 jours d'essai, et puis après, je crois que moi je l'ai renvoyée, puis elle m'a renvoyé en même temps, et puis Alain a dit ben on continue, et puis on a cherché quelqu'un d'autre, on a trouvé Marouchka, et puis voilà. Avrei anche un secondo pezzo di domanda, se posso farlo, se non sto rubando il posto a nessuno. D'autres questions? Che impressione fa, signor Godardi, se l'ha visto, vedere il film Breathless, il remake di L'ultimo respiro? E vorrei Avez-vous vu le sapere film se Breathless, McBride e lui, le remake de Bout de Souffle? in genere è diventato un... Est-ce qu'il y a eu des contacts entre Jim McBride et lui? Qu'en pensez-vous? J'ai pas vu le film, je connais Jay McBride pour avoir vu un film il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, lui, il s'appelait Le Journal de Osman Diary, que je trouvais assez bien, et puis là, j'ai pas vu le film, donc c'est très facile pour moi d'en dire un peu de mal, comme j'aime bien faire des films un peu de mal sans les avoir vus. Des fois, ça me donne envie de les voir après pour voir si j'ai raison d'en dire un peu de mal. Je pense que ce qu'il y a de dommage, connaissant Jake McBride, c'est qu'il a attendu beaucoup trop longtemps, et quand on attend trop longtemps pour faire un film et que c'est simplement la présence d'une vedette, là, Richard Gere, qui a permis de faire le film, c'est pas très bon, parce que là, c'est la star qui domine le film, et le film est oublié, et quel qu'il soit. Donc a priori, voilà, voici ce que je me dis en me disant, ben, le film doit être un bon gros film moyen américain, comme des fois en tant que public on a besoin de voir, parce que ça nous rassure, ça ne nous inquiète pas. On n'a aucun rapport vraiment avec le film. Et qui manque, probablement il doit manquer d'ambition, le film, si vous voulez. Ceci dit, il faut le voir, j'irai le voir un jour. Mais la distribution des films, maintenant qu'elle appartient aux grandes compagnies, moi je n'habite plus une grande ville. Et si vous n'habitez pas une grande ville, vous voyez très peu de films. Il faut faire, moi pour voir un film, il faut que je fasse 60 km, 30 pour aller, 30 pour revenir. Alors souvent je suis prêt à faire les 30 pour aller, mais je ne suis pas prêt à faire les 30 pour revenir. Mi sembra che ci fosse il signore adesso. Question? Une chose m'a frappé, c'est que vous parlez du conflit entre les hommes et les femmes dans ce film, mais ce qui m'a frappé aussi beaucoup, c'est le conflit entre l'image et le son. Et en particulier cette caméra du début qui filme le son et qui n'est pas une caméra. Quelle caméra du début? Vous parlez au début de la caméra que vous avez trouvée et qui filme le son, et vous prenez à ce moment-là, à moins que j'ai mal compris, un poste de radio où l'on entend et de la musique et des bombardements. J'ai trouvé ça très fort parce que ces bombardements, justement, montrent la puissance du son, la puissance évocatrice du son face à l'image. Alors je pensais que vous vouliez aussi, parce que vous en avez déjà parlé, vous avez parlé des erreurs du cinéma, qui peint moins bien les sentiments que la peinture, qui peint moins bien les idées que le son. Est-ce que dans ce film-là, vous avez été préoccupé par ces rapports conflictuels image-son? Oh, ben depuis le début que je fais des films, on a été les premiers à faire des films en son direct. Moi j'ai cessé de voir des films italiens à partir du moment où, ayant tourné en Italie, je me suis aperçu qu'on n'enregistrait pas le son, alors qu'il y a une grande tradition de la musique italienne, par exemple, le son du cinéma italien, enfin, Verdi est par exemple probablement quelqu'un comme de la musique concrète par rapport au cinéma italien. Là, il n'y a pas du tout de conflit entre l'image et le son, et au contraire, l'image et le son, il ne peut pas y avoir de conflit. Il y a des moments, c'est pour ça qu'à la mer, il y a
la musique fait partie de l'action, et je tenais à ce qu'elle fasse partie de l'action, et que ça ne soit pas du tout comme dans le Carmen de Sora, un prétexte littéraire à montrer que les musiciens jouent, c'est-à-dire si les musiciens s'arrêtent de jouer, moi j'ai plus d'idées. Et les trois quarts des séquences, il y en a une par exemple, ça c'est pas spécialement original, ça devrait plus être où j'ai travaillé sur un film de moindre ambition que par exemple Niuski, quand Prokofiev travaillait avec Eisenstein, mais la bataille de Niuski a d'abord été écrite en partition par Prokofiev, et ensuite Eisenstein, ça lui a donné des idées, il a fait modifier la partition, et puis ils ont tourné, moi par exemple l'attaque de la banque, à un moment, j'ai écouté à un moment donné une certaine musique, une certaine partie du 10e quatuor m'a fait voir, puisque j'avais ce projet de film et que je pensais qu'il y aurait un côté policier dedans, m'a fait voir qu'effectivement Carmen pourrait faire partie d'une petite bande. Et à ce moment-là vient l'idée que Don José est gendarme, et on retombe du reste alors profondément sur l'histoire, la véritable histoire de Carmen. Mais si ça s'arrête, et qu'il y avait donc un besoin physique, il y avait autant besoin de filmer Jacques Prat et ses trois compères que Jacques et Marouchka. Et les moments que je préfère personnellement dans le film sont les moments, il y a un moment comme ça où Villeray fait un petit numéro et il mange un petit pot de blédine, et puis ça tourne à la farce et ça devient un peu vulgaire, et il y a tout à coup un moment que je trouve moi personnellement émouvant, où la musique reprend le contrôle des opérations, si on peut dire, et peut dire bon allez maintenant on continue, chose sérieuse, voilà. Et que ça c'est Carmen, c'est la musique, il y a quelque chose en nous, tout le monde l'a dit, aussi bien un conseiller de Mitterrand, Jacques Attali, qu'un autre, la musique annonce les événements. Et que si les hommes politiques voulaient bien écouter un peu de musique, eh bien ils sauraient ce qui se passe. Alors l'originalité entre le son et moi par rapport aux autres cinéastes, là que je revendique, je trouve, comme je suis effectivement là très original et peut-être trop seul, c'est que tous mes films, depuis Sauf qui peut, n'ont que 2 bandes. Je ne sais pas si vous y connaissez en technique, mais il y a plusieurs bandes en général dans un film. Quand une voiture arrive au bord de la mer, bon, alors il y a le son direct, le son de la voiture, il y a le son de la voix des acteurs qui dit je t'aime, puis l'autre dit moi aussi, ou le contraire. Ça fait une deuxième bande, et puis il y a une troisième bande où on entend le bruit de la mer, et puis il y a une quatrième bande où on entend peut-être le son de la musique. Et puis si on est à la campagne et près d'une ferme, par exemple, il y a quelqu'un qui dit « Ah ben ça serait bien de mettre un bruit de coq », alors on met un bruit de coq, et puis voilà, puis ça fait 5 bandes. Et puis 5 bandes, on n'a que 2 mains. Et alors on les place d'avance, comme à la télévision, on les place d'avance, et puis on les fait défiler, comme des soldats à la rue, et puis on appelle ça le mixage. Alors que moi, si vous voulez, tous ces sons, c'est pas contre, je suis pas contre mettre un coq éventuellement si on est dans une ferme, mais tous les sons sont mis ensemble, et il n'y a quasiment plus de place sur les 2 bandes son, et 2 bandes, parce qu'on a 2 mains. Si j'avais qu'une main, je filmerais qu'à une main. Je ne mettrais qu'une bande son, par exemple. Et à ce moment-là, le travail du son, je m'excuse de parler un peu technique, mais c'est assez rare avec les journalistes de pouvoir parler technique et d'art aussi. Qu'est-ce que je disais? Oui, ce que je disais, il y a quelque chose auquel j'avais pensé dans le film pour les scènes d'amour. J'avais demandé aux techniciens, aux acteurs, et ils ont refusé de le faire, c'est d'aller voir des sculptures de Rodin, que moi ça me donnerait des idées pour les scènes d'amour. Et puis bon, ça s'est pas fait, ils n'ont pas eu envie. Et puis n'empêche qu'on appelait les scènes d'amour quand même, hein, on va faire les Rodins. Mais je me suis aperçu en faisant le montage moi-même et le mixage après, qu'en fait, l'idée que j'avais de Rodin les sculpteurs travaillent avec 2 mains contre une surface. Et ils creusent l'espace. Et là, les musiciens parlent d'espace sonore, et que je pense qu'il m'intéresse, c'est d'arriver à creuser l'espace sonore. Et en filmant les exécutants, qui n'ont été que de bons exécutants, mais très bien, comme les acteurs, j'aime bien un sentiment physique de la musique, surtout avec le violon, effectivement, où il y a le sentiment de creuser.
Et à ce moment-là, on trouve des rapprochements et on se dit, mais après une image de violon où on creuse, sur le son, qu'est-ce qu'il faut montrer comme image? C'est forcément une image de mer qui fait ça, avec des creux, des hauts et des bas. Alors si vous filmez, si vous avez une idée de haut et des bas, à ce moment-là, vous trouvez une histoire en disant, eh ben, il y a deux personnes qui vont avoir des hauts et des bas. Et puis à des moments, tout s'enchaîne comme ça, complètement logiquement. C'est ça le cinéma. Il n'y a aucune invention dans le cinéma. On ne peut que regarder et tâcher de mettre en ordre ce qu'on a vu, si on a pu bien le voir. Le tournage en privilégiant par moment tel ou tel instrument au grand étonnement des musiciens. Ben ça, on ne l'a pas utilisé dans le film parce qu'effectivement, à ce moment-là, le son du 16e quatuor ressemblait beaucoup plus à un meeting aéronautique qu'à la musique. Et il y a 10 ans, si ce film avait été fait il y a 10 ans, c'est le son que vous l'auriez entendu. Aujourd'hui, je me suis dit, je veux dire, sans violon, les grands films commerciaux n'existeraient pas sans violon. Sans les 120 orchestres, un des musiciens les plus originaux, le seul qui ait fait du son en Italie, c'est Nino Rota. Il n'y en a pas d'autre. Una domanda per ciascuno, se non mi dispiace. Adesso è il turno di Bersani. Ecco, io volevo chiedere questo. Question. È stato ieri un grande convegno di autori qui alla Sala Grande. Il y a eu une grande réunion d'auteurs ici pour discuter des nouvelles technologies du cinéma. Le cinéma a eu différentes périodes. Le passage sonore, l'avènement de la couleur. Ces dernières années, Godard, après-Godard. Que pensez-vous de la technique puis tout ça, là, je sais pas trop quoi. Ben, Godard, il n'a pas de style, il a envie de faire des films. Si j'ai pu influencer des jeunes cinéastes qui sont un peu mes enfants ou mes frères ou qui étaient mes parents avant que je commence, ben effectivement, c'est de leur montrer qu'un film, c'est quelque chose de possible. C'est pas vrai. Quand on a beaucoup d'argent, quand on n'a pas d'argent, on peut faire un film avec sans argent. Quand on en a beaucoup, on peut le faire aussi, mais différemment que le font aujourd'hui les Américains ou les Russes ou la télévision. C'est toujours aller à côté, être dans la marge. Il y a des moments, moi j'ai pas l'impression d'être dans la marge. Par exemple, quand je vais voir un match de tennis ou un match de football, eh ben, je suis dans la marge par rapport aux joueurs, c'est-à-dire je suis à la place du public qui regarde. Et que être marginal, c'est la vraie position du public qui peut regarder, et la marge, un cahier n'existe pas sans marge. Donc c'est une place nécessaire. Par rapport à la technique, on peut dire effectivement, je commence à comprendre aujourd'hui la toute-puissance de la télévision, ou bientôt, il faut soit me sauver moi-même, et à ce moment-là, je cherche avec d'autres gens qui sont intéressés à se sauver eux-mêmes. Si c'est les Palestiniens, c'est les Palestiniens. Je n'ai peut-être pas besoin d'aller les voir, mais je peux essayer d'écouter ce qu'ils ont. Si c'est un musicien, c'est un musicien. Si c'est Picasso, c'est Picasso. Si c'est un inconnu, c'est un inconnu. Si c'est... Et je commence à comprendre quel a dû être le drame de certains grands metteurs en scène, comme Keaton, qui en est tombé, Chaplin, qui a mis du temps à tomber, comme d'autres se sont levés. Ce qu'a dû être l'apparition du parlant à l'époque où le cinéma était un grand art populaire et allait, et c'est mon idée, et je prépare une histoire de cinéma qui va se faire en France, où on tâchera de montrer ça, où effectivement il y avait des forces culturelles de tout, parce que le cinéma était le seul, la peinture n'avait jamais connu ça. Mozart était fait pour les princes. Et il n'y avait pas aujourd'hui, comme avec la technique, 600 000 personnes qui chaque matin écoutaient du Mozart. C'était fait pour les princes. Beethoven a peu été entendu. Goya n'a pas été vu par beaucoup de gens. Tandis que tout de suite, le cinéma, il a été vu tout de suite par d'abord 100 personnes au Grand Café, aujourd'hui tout de suite. Il y avait quelque chose de profondément populaire, que ça soit recherché ou que ça soit moins recherché, que ça soit pour des raisons d'argent, car quand la naissance d'une nation était faite, c'était pour des raisons d'argent, c'était pour gagner du fric qu'ils l'ont fait comme ça. Mais Griffith aussi, il y avait d'autres raisons, et ces raisons étaient, disons,
partagé démocratiquement. Et qu'il y avait une grande... Et le cinéma parlant, la parole n'est pas venue à... Elle est venue à une époque de chômage aux États-Unis, où Roosevelt a pris le pouvoir, le cinéma parle, et où Hitler commençait à prendre le pouvoir aussi en Allemagne. C'est-à-dire la parole, mais pas la vraie parole des philosophes, ou la parole d'amour des amoureux, pas la parole des gens de pouvoir, qui aujourd'hui s'est installée via la technique dans la télévision, ce qui fait qu'il n'y a plus d'image aujourd'hui. Et qu'effectivement, on ne lit plus, c'est Jean-Pierre Gorin, à l'époque où je travaillais avec lui, qui disait on ne voit plus les films, on les lit. Et c'est pour ça que des tables rondes ou des discussions où les gens discutent, aussi sincères, aussi intelligents, n'ont pas tellement d'intérêt car on discute sans l'objet. C'est comme des parents qui discutent du bonheur de leurs enfants sans essayer de voir avec l'enfant si vraiment il aime mieux une bicyclette ou s'il aime mieux des bonbons ou un compte en banque ou quelque chose et d'essayer de comprendre. Et ben voilà. Donc la technique aujourd'hui, la vidéo, je me suis aperçu, ou moi qui suis toujours intéressé aux techniques nouvelles, avant qu'elles aient un certain ordre, une certaine discipline pour pouvoir la trouver, je me suis aperçu que vidéo, qui veut dire je vois justement, sans son emparé, avec la complicité des foules, les gens qui désirent ne pas voir, justement. Sono qua in prima fila, grazie. C'est assez difficile de parler de cinéma, mais pour moi il est important de dire que Godard, c'est l'espoir. C'est l'espoir par rapport à des films qui sont seulement des choses extérieures et qui n'ont plus de contenu. Je crois donc que le cinéma, c'est vrai, Godard disait tout à l'heure, c'est l'amour. Mais le cinéma, c'est la vie, parce que justement, on regarde des choses qui doivent être la vie. Nous vivons maintenant dans une société qui s'occupe seulement de ce qui est extérieur, c'est-à-dire, on prend des choses qui sont mortes. Si l'on prend le corps d'une femme, c'est quelque chose, disons, c'est un objet, voilà. Si l'on prend un film, il n'y a plus rien dedans. Donc, enfin, je ne suis pas habituée à parler en public, donc je suis un petit peu maladroite, parce que c'est pas mon métier, c'est pas ma vie. Mais la question, c'est celle-ci. Nous nous trouvons, en général, en face d'un cinéma, justement les films américains ou d'autres films, etc., qui ont avec le public, ou comme la télévision, qui ont avec le public un rapport absolument extérieur. Alors la question, c'est aussi une réponse, c'est aussi disons, un encouragement maladroit qui vient d'un public en disant comme il est important qu'il y ait encore quelques hommes, parce qu'ils sont cinéastes ou quelque chose d'autre, qui continuent à espérer justement, à faire que le cinéma, c'est la vie, c'est l'art. On parlait tout à l'heure de Keaton. Vous rigolez. Qualche question, madame. La question, je dois préciser que ce matin, je n'ai pas vu le film. Bon, d'accord. Des technologies. Mais il n'y a pas seulement la technologie, il y a le contenu des choses. Godard disait qu'il aime que ses acteurs voient Rodin. C'est peut-être rigolo, c'est normal. Je dirais même que maintenant je parlerai un instant en italien. Perché parlo molto bene l'italiano, voi ridete. Ma ridiamo, Guardi, non ci importa in quale lingua la fa, ma faccia questa domanda per favore, altrimenti questo Godard non potrà rispondere. Est-ce que... Je vous pose une question, puisqu'il faut poser une question. Est-ce que vous aimez encore le cinéma? Je crois que c'est oui. Il y avait une petite phrase sur le cinéma américain. Pourtant. Sur le cinéma américain, qui est quand même, moi qui est une phrase que je me suis beaucoup posée quand même. Qu'est-ce qui fait que dans le monde entier, c'est les films américains qui plaisent? Il doit y avoir quelque chose de vrai là-dedans. Moi, ce que je regrette, c'est qu'à partir du moment où ils plaisent
plus à tout le monde, parce qu'un film moyen américain, mettons un film moyen comme le remake d'À bout de souffle, fait le tour du monde, il est acheté partout, les gens qui l'ont fait vivent correctement, ils ont une voiture, un téléviseur, 2 salles de bain, ils peuvent se payer. Je veux dire, bon, ça rapporte, et en même temps, bon. Mais ceci dit, c'est vrai, mes films, moi, ne font pas le tour du monde. J'ai beaucoup de mal et je pense, j'ai beaucoup de mal à atteindre les gens au bon moment. Alors que les Américains savent à 4 heures de l'après-midi, à 8 heures du soir, à la télévision, en vidéocassette où on voit rien, partout, ça a une grande force. Donc il doit y avoir quelque chose de vrai là-dedans. Un film suédois ne fait pas le tour du monde, de temps en temps. Un film japonais, pareil. Quant aux films d'Afrique noire ou d'Afrique du Sud, c'est pas la peine d'en parler, les gens ne veulent pas les voir. Donc qu'est-ce qui fait? Il doit y avoir quelque chose chez les Américains qu'on reconnaît comme étant, et qu'on leur laisse, comme autrefois les Grecs avaient des dieux, les dieux avaient le droit de faire des choses, et puis les hommes, bon ben, ils vivaient sur la terre. Moi, c'est ce que je regrette dans le cinéma américain, c'est qu'ils en profitent pour dominer et qu'ils ne laissent pas un peu de liberté. Ceci dit, il faut dire qu'une grande partie du public, et maintenant quand quelqu'un me dit, quand je rencontre un chauffeur taxi qui connaît un peu mon nom par exemple, et qui me dit j'ai pas tellement aimé votre dernier film, je lui dis ben moi j'aime pas tellement votre manière de conduire non plus. Et c'est la même chose, c'est juste par exemple comme ça. Mais ceci dit, c'est quand même, il doit y avoir un profond mystère là, qui n'est pas très élucidé, que les Américains sont les derniers à vouloir élucider. Ça doit être, je pense, l'histoire du dollar, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait qu'on a plus confiance dans le dollar que dans la ligne italienne, puisque ça fait... Microfono per favore qui alla signora. On a toujours beaucoup commenté votre utilisation des couleurs et d'associer avec votre film en particulier une utilisation très frappante et nette des couleurs primaires. Alors que prenons Carmen, le rouge et le jaune et le bleu, ils sont encore, ils semblent avoir une recherche beaucoup plus poussée sur le blanc, l'utilisation d'une gamme très, très étendue des blancs et des couleurs beaucoup travaillées dans l'ombre. Alors j'aimerais, si vous voulez bien, vous demander de commenter votre propre utilisation de couleurs dans ce film. Je suis très content que vous parliez de technique comme ça, parce qu'effectivement j'ai commencé comme tous les enfants par l'école primaire, par les couleurs primaires, par tout ce qui est primaire, par filmer des imbéciles d'abord, et des gens qu'on disait idiots, qui ne l'étaient pas pour moi, mais... Et puis là, j'ai l'impression d'entrer, c'est normal, d'être à 50 ans dans le secondaire, si vous voulez, et que j'ai toujours aimé, j'ai assez peu été soutenu par les techniciens là-dedans, j'ai toujours aimé d'abord recevoir. Enfin, pour moi, la caméra ne peut pas être un fusil, c'est pas quelque chose qui envoie, c'est quelque chose qui reçoit. Et on reçoit grâce à la lumière. C'est pour ça qu'au générique, là, à égalité, pour moi, la photo du film, là, elle a été faite par 3 personnes. Moi, qui ai dit on filme comme ça, Coutard ensuite, et il accepte, alors que tous les autres opérateurs n'acceptent pas. Il accepte de faire sans lumière et de penser que son travail est intéressant. Il accepte de penser qu'une lumière qui entre derrière un rideau n'est pas la même chose qu'une lumière qui entre par une porte. Et d'essayer d'y réfléchir et de voir ensemble si on la reconstitue ou si on ne la reconstitue pas. Et là, pour la première fois, et ensuite une troisième personne qui est un ami de toujours, qui est Kodak, que je préfère à Fuji et que pour une fois j'ai mis au générique. Je trouve que les Japonais ont raison de tourner en Fuji. Il serait temps que l'Afrique invente ses couleurs. Et moi, j'ai toujours très peu d'éclairage. Et ça, c'est ce qui a effrayé Adjani. Elle pensait que beaucoup d'éclairage, toutes les stars le pensent, que beaucoup d'éclairage, beaucoup de spots est une garantie de leur beauté. Et elle n'arrivait pas à voir que lumière du jour, un peu corrigée, parce qu'aujourd'hui je la corrige, je l'accepte plus brute, pouvait être bien meilleure garante de sa beauté. Et là, ce qu'on a essayé de mélanger constamment, et ça allait avec le sujet du film, c'est la lumière à l'intérieur même du blanc, et ça sans rouge, c'était pas possible. La lumière artificielle et la lumière du jour, c'est-à-dire d'avoir à droite
ce qu'on voit à la fin, une lumière jaune, la lumière des lustres, une lumière dominée comme l'église, et à gauche, une lumière du jour, c'est-à-dire une lumière bleue, et d'avoir un constant mélange de froid et chaud. Et c'est vrai que ça correspond à ce moment-là, on peut dire, ben, c'est un film ultra classique, parce qu'effectivement, on retrouve Carmen souffle le froid et le chaud aussi, ça existe dans les sentiments, c'est un film qui est constamment entre le froid et le chaud, également au niveau, mais il a été relativement soigné de ce point de vue-là. À qui la question? Je voulais d'abord raconter que Jim McBride a aujourd'hui dû quitter l'hôtel Excelsior pour passer dans un hôtel moins cher. Le film n'a pas eu, il n'a pas de bon producteur. Il n'a pas de gentil producteur comme moi. Mais à part ça, je vois aussi des autres tristesses dans l'affaire de Prénom Carmen. Et il me semble qu'au-dessous du discours du cinéma que vous faites aussi le discours que cela s'appelle le crépuscule. Ah non, pas du tout. Si vous voulez, non. Écoutez, quand on dit cela s'appelle l'aurore, il ne faut pas nous faire dire cela s'appelle le crépuscule. Ça, pour le cinéma. Mais le cinéma, je trouve, effectivement, j'ai une notion de crépuscule. Mais les crépuscules, les plus belles promenades, souvent, c'est le soir, quand va tomber la nuit et qu'il y a l'espoir du lendemain. Les amoureux se promènent rarement la main dans la main à 7 h du matin. Ils se promènent en général à 7 h du soir. Et le crépuscule est notion d'espoir plutôt que de désespoir à ce moment-là. Mais effectivement, il y a quelque chose que je commence à trouver beau et très humain dans le cinéma qui me donne envie d'en faire jusqu'à ma mort. Parce que je me dis, mais je mourrai probablement en même temps que le cinéma tel qu'il s'est inventé. Et le cinéma qui n'est ni la peinture, ni la musique, ni la danse, qui est quelque chose qui a à voir à faire avec la reproduction des gestes des hommes et des femmes, ne peut durer tel qu'il a été inventé, et la télévision montre qu'elle va en faire autre chose, ne peut exister, ne peut durer que la durée à peu près d'une vie humaine, entre 80 et 120 ans. Et que ça, c'est quelque chose et qu'il aura été passager, éphémère. Qu'un film, ça ne se voit pas. On essaye de les stocker, maintenant aujourd'hui en vidéocassette, mais plus on achète de cassettes, moins on a le temps de les voir. Donc il y a autre chose qu'on veut, c'est faire des provisions, mais on veut pas manger ces provisions. Donc on s'attend à que... Le film, c'est pas ça, c'est fait pour... C'est éphémère, ça a duré. Et ça, je trouvais, à des moments, je l'ai accentué en disant c'est terrible, mais qu'est-ce qu'on va devenir, et comme ça. Et en même temps, j'y vois, mais j'ai vécu complètement cette époque. J'ai vécu complètement, mes parents ont vécu la première époque, ils m'en ont rien dit. J'ai dû la découvrir tout seul dans les musées, grâce à l'emploi, grâce à quelques autres. Et aujourd'hui, mon chemin est tracé, je vais durer ce temps-là. Je vois déjà les nouveaux temps tels qu'ils sont. La télévision, du reste, il n'y aura bientôt plus d'images à la télévision, il n'y aura que du texte, on le voit déjà. On ne vous montrera pas dans le supermarché une image des carottes avec le prix que vous pouvez payer, parce qu'à ce moment-là, il faudrait Flaherty pour filmer les carottes, ou Jean Rouge, moi. Et puis moi, je vous montrerai la caissière en plus, puis je commencerai une histoire. Ce qui fait que... Mais on vous dira simplement, les carottes sont cuites, ça coûte tant. Bon, ça c'est le cinéma de demain et déjà d'aujourd'hui. Pour moi, c'est assez gai finalement. Ci sono ancora domande?